toutes et à tous. Nous sommes toujours dans une discussion lambda avec pour invité du jour Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour. Mais aussi Thomas. Eh bien bonsoir. Toujours Thomas. Bonjour Bonjour, Thomas. bonjour. Pour finir, nous avons toujours la fille d'à côté. Et bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet encore divers et variés. Nous allons parler de l'auto-entrepreneuriat. Nous allons voir quels sont les points positifs, les points négatifs, avec du coup Erwan qui a de l'expérience là-dedans. Que peux-tu nous dire du coup, comment as-tu commencé par exemple l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'aurai d'autres questions derrière, ouais, mais, non, mais, commence là-dessus déjà. Je t'écoute. Du coup, qu'est-ce qui me plaît là-dedans? C'est le fait d'être son propre patron déjà, c'est pas mal. L'avantage c'est que tu fais ce que tu veux, tu acceptes ce que tu veux, tu as l'avantage de pouvoir être libre entre guillemets, quoi. Parce que t'as beaucoup eu de patrons d'abord qui t'ont donné du coup cette envie d'être ton propre patron? Pas spécialement, mais j'ai eu beaucoup de boulot où j'ai travaillé avec des gens au-dessus de moi et je t'avoue que je préfère quand même être libre de moi-même. Ok. Dans ces boulots, tes patrons, enfin, comment dire? T'aimais pas être du coup sous eux, on va dire? T'aimais pas La hiérarchie. la hiérarchie, ouais? C'est pas spécialement ça, mais c'est juste le fait d'être seul, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de travailler, d'avancer tout seul, plutôt que de se dire tu travailles pour quelqu'un et tu n'as pas la rémunération, on va dire, entre guillemets, qui revient sur ce que tu rends. Genre, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais en grande distribution, quand tu travailles dans un rayon, donc c'est ton rayon, c'est toi qui gères tout, tes commandes, et quand tu sais le chiffre d'affaires que tu rapportes, quand tu vois ce qu'on te paye à la fin du mois, c'est toujours plus intéressant de travailler pour soi du coup. Ouais, tu trouves ça plus gratifiant de te dire j'ai fait ça et ça m'a rapporté tant, réellement, il n'y a pas eu de quelqu'un qui s'est servi dans ce que j'ai fait, quoi. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Ok, je vois. À part l'État. Oui, à part l'État. Est-ce que tu penses que d'un niveau créatif aussi ça t'aide un peu? Parce que du coup tu décides les propres projets que tu souhaites prendre et tu as plus de liberté peut-être sur les dates de rendu. Est-ce que du coup d'un point de vue créatif ça te facilite un peu la vie? Ça te met plus à l'aise? Ah oui, là totalement. Du coup, l'avantage c'est que je choisis ce que je veux, clairement je suis libre de tout ce que je veux faire. Si par exemple je suis pas dispo pendant une semaine que je pars en vacances, je pars en vacances et je le rendrai dans la semaine où je serai là, quoi. C'est l'avantage qu'on a en effet, ouais. Et Donc on est beaucoup plus libre à ce niveau-là aussi. c'est pas particulier des fois de se dire je dois compter que sur moi-même, j'ai pas de temps de repos parce que je dois faire ça. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup travaillé tout seul, mais j'ai quand même eu, on va dire, entre guillemets, une équipe autour de moi qui m'aide. C'est-à-dire, si par exemple un jour je pourrais pas faire un projet, je sais que j'aurai toujours quelqu'un qui pourra le faire à ma place parce que j'ai bossé avec des gens auparavant qui maintenant sont devenus des amis également. Mais c'est-à-dire, si j'ai un souci, je sais que ils viendront m'aider. Si j'ai besoin d'aide, ils viendront m'aider également. Donc du coup, c'est plutôt pratique, on va dire, parce que je suis seul, mais je sais que derrière, j'ai quand même une aide qui pourrait être présente. Du coup, ces gens-là, c'est d'autres auto-entrepreneurs que tu as rencontrés enfin, on va dire, quand tu as fait ce travail-là? Alors, il y en a qui sont donc auto-entrepreneurs, donc qui sont micro-entrepreneurs maintenant, mais il y en a aussi qui sont dans des grosses entreprises, mais qui intègrent ils ont plusieurs sources de financement, c'est-à-dire qu'il y en a, en gros, il y en a un, il a un gîte, mais il est également photographe, donc du coup, il a plusieurs prestations qui vend, donc il n'est pas auto-entrepreneur parce qu'ils sont plusieurs dans l'entreprise. D'accord, je vois. Et comment est-ce que tu as rencontré ces gens-là en fait? Tu les connaissais de base et du coup ça donnait envie de faire ça aussi? Ouais, il y en a quelques-uns que je connaissais depuis toujours, donc ça va faire quasiment 20 ans maintenant que je les connais. Et après, il y en a d'autres de fil en aiguille, donc de connaissance en connaissance. Il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés sur des projets. Enfin, vu que je travaille beaucoup sur les mariages, souvent il y a un photographe, il y a un vidéaste, donc du coup tu discutes. Des fois, il y a des DJ, il y a des gens qui font juste du drone, donc de fil en aiguille, tu rencontres de plus en plus de monde et tu te crées un réseau, entre guillemets. Ok. Et pour démarrer, c'était pas du coup compliqué de pas avoir de réseau ou alors c'est les connaissances que tu avais qui t'ont, comment dire, quand tu t'es lancé tout seul, tu t'es dit je suis pas vraiment tout seul quoi. Quand tu démarres, tu es toujours tout seul, donc ce qui fonctionne au début, c'est le bouche à oreille. C'est bête à dire, mais il faut avoir un minimum de connaissances qui vont t'aider à vite augmenter, mais quand tu travailles dans la photo, il faut qu'on connaisse un minimum ton travail, qu'on ait déjà entendu parler de toi, si tu veux, on va dire, avoir quelques contrats au début, quoi.
Les premiers contrats que tu as eus, tu les as eus avec des personnes que tu connaissais pas du tout et qui en fait t'ont fait confiance directement? Non, les premiers contrats que j'ai eus, c'était seulement des connaissances, donc ou des connaissances à des amis, ou des amis, ou des amis directs à moi. Enfin, les premiers contrats, c'était que des gens que je connaissais vraiment, Et de près ou de loin. ok, et pour les premiers contrats, c'était pas un peu, comment dire, pas flippant, mais t'avais pas un peu peur du coup de te lancer là-dedans? Bah, l'avantage du coup, quand on connaît, ça fait que c'est des gens que je connaissais vraiment de ma vie depuis longtemps. Donc ils savaient ce que je faisais, ils étaient vraiment sûrs parce que sinon ils m'auraient pas pris même pour me faire plaisir. Donc enfin, j'étais pas serein, mais c'est sûr quand tu fais un mariage, tu te dis tu vas faire les photos on va dire le meilleur jour de leur vie normalement, Ouais. s'ils divorcent pas. Du coup, donc non, c'est la pression, on va dire, elle est là avant, mais après ça se passe super bien en vrai. Tu as parlé de fait que certains de tes collègues doivent un peu jongler entre leur travail de vidéaste par exemple et d'autres métiers. Tu as dit qu'il y en a un qui avait un gîte par exemple. Et du coup, moi, ma question c'est comment toi tu as fait, surtout quand tu commençais et maintenant, pour jongler entre du coup ton travail d'auto-entrepreneuriat et par exemple la fac. Bah, on va dire que je me suis adapté vite fait parce que à la base c'était surtout un complément de revenu que je faisais. Donc il y a quelques années où ça a été très intéressant parce que j'avais eu beaucoup de contrats. Après il y a eu des années où c'était un peu plus compliqué. On va dire je vais pas aller chercher du travail. Enfin moi c'est où il vient à moi ou c'est pas très grave parce qu'en soi comme tu le dis il y a la fac entre les deux. Donc il faut arriver à allier les deux. Mais vu que pour le moment, j'ai pas de loyer, de fixe, j'ai pas de charge fixe à 100%, donc au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre de faire un peu ce que je veux. Mais c'est sûr que j'en connais qui sont obligés de faire deux boulots enfin, dans la même entreprise, mais qui font quand même deux boulots parce que rien que dans l'Hérault, aujourd'hui, au niveau des photographes, il y en a plus de 3000. Je vous laisse faire le nombre d'habitants qu'il y a dans le département de l'Hérault. Ça fait quand même un photographe pour très peu d'habitants. Donc c'est sûr que c'est compliqué d'arriver à trouver du travail. Donc moi, l'avantage que j'ai, c'est que pour le moment, c'est pas ma source de revenus principale. J'ai les cours en priorité, mais dans le futur, ça sera à réfléchir, c'est sûr. Tu penses que par rapport au nombre de photographes qu'il y a dans l'Hérault, est-ce que tu penses que tu commences à te faire connaître par rapport au bouche à oreille dont tu parlais? Est-ce que là maintenant tu commences à remarquer que tu as de plus en plus de clients que tu connais pas forcément qui viennent vers toi? Est-ce que tu as remarqué quand même une différence du nombre de clients par Alors, rapport à quand tu as commencé? les clients que tu connais pas, et en fait tu les connais sans le savoir, c'est-à-dire que je te prends un exemple d'un mariage, si tu filmes un mariage ou si tu fais les photos d'un mariage, on va dire à 99,9% des cas, tu auras quelqu'un dans ce mariage qui va se marier l'année d'après et qui aura vu tes photos et qui va te prendre. Donc en fait toi tu les as déjà pris en photo, donc ils savent ce que tu fais. Mais on va dire les nouveaux clients qui sont tout nouveaux, c'est très très rare quand même parce que on va dire, chaque personne a sa clientèle et c'est comme tout le temps, on va dire quasiment, t'as le bouche-oreille qui fait que ça arrive à toi. Donc tu le connais de loin ou de près parce que tu les as déjà vus, mais les nouveaux clients, c'est quand même très très D'accord. rare. Tu as déjà eu des moments où tu as été peut-être embauché par une compagnie que tu connaissais pas, mais quelqu'un que tu as photographié et travaillé dans cette compagnie. Est-ce que tu as déjà travaillé pour des clients haut placés, entre guillemets? Si je réfléchis bien, j'ai envie de te dire non. Ou alors, indirectement, je connaissais quelqu'un qui était là. Donc du coup, ça revient au même à chaque fois parce que tu connais quelqu'un qui est Parce ici, que moi, quoi. je pensais à l'Hérault, justement. Ah, Pierre-Vive. Non, mais là, j'y bossais pas en tant qu'auto-entrepreneur. Là, j'avais mon CDD là-bas. T'es un Ok. salarié, quoi. Ouais, j'étais salarié, ouais. Ok. Du coup, ouais, la majorité de tes clients sont des particuliers. Ouais, 99%, ouais. Ok. Après, oui, t'as certaines marques aussi qui t'embauchent, non? Il y a des marques, il y a il y a comment on appelle ça, des collectivités territoriales, par Ouais. exemple. Et toi, comment dire, est-ce que tu préfères les contrats où tu peux comment dire, te laisser pas aller, mais laisser ta créativité se faire, ou est-ce qu'un contrat avec une marque, comme une marque, enfin pour faire une pub, on va dire, ça te convient aussi, enfin, Alors, qu'est-ce qui te convient le plus? moi, du coup, je préfère vraiment être libre de tout ce que je fais, c'est-à-dire que si je le signe, c'est que j'en ai vraiment envie. Donc, si une marque me dit, ouais, tu dois faire ça, 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 s'il y a quelque chose qui ne va pas, donc je vais en discuter, et s'ils sont pas d'accord, moi, je vais pas enfin, je travaille pour ce que j'aime, mais j'ai pas envie de me restreindre à quelques trucs parce qu'on me dit, il faut faire ça. Donc, quitte à perdre quelques contrats, bon, après, généralement, les marques sont quand même assez.
on va dire, sympa, il te laisse pas la carte blanche, tu as toujours un cahier des charges qui va te permettre de faire ça. Mais je te prends l'exemple, là, il y a quelques semaines, j'avais été contacté par une collectivité territoriale, donc qui est pas dans l'Hérault, mais c'était pour un projet avec des enfants. Et en gros, il y avait un cahier des charges qui était énorme, genre il y avait une dizaine de pages, j'ai tout lu et je me suis dit bah non, ça c'est pas pour moi en fait. Tout a déjà été fait, j'ai pas envie de travailler juste pour aller faire ça parce que ça va pas me plaire du tout. Donc je préfère vraiment avoir la créativité et créer de tout de A à Z quoi. Ouais, tu te laisses aussi cette marge de manœuvre parce que, comme tu as dit, c'est pas ton taf à plein temps, mais c'est pas ton activité principale. C'est C'est vrai ça, que tu peux te permettre ça aussi. exactement. Et pour le moment, je peux me le permettre, donc je le fais. Et avec des particuliers aussi, ça t'est arrivé de refuser des contrats? Ouais, ça me suis souvent arrivé même parce que du coup, quand la personne elle atteint un truc, bah, du coup, vu que je sais ce que je fais et je sais que c'est pas ce que je vais rendre, donc du coup, je préfère dire non parce que bah, les gens vont être déçus automatiquement. Donc, par exemple, je connais beaucoup de personnes et je vais à la rigueur les renvoyer vers des collègues qui, je sais, sont plus orientés vers ce genre de projet ou autre. Ouais. T'as déjà eu des clients, par exemple des particuliers ou autres, qui ont été déçus des photos que t'as fait? Jamais, ou on me l'a jamais dit. Peut-être parce que si t'as su dire non quand tu sentais que le projet ne te représentait pas aussi, non? Oui, c'est possible, hein, c'est sûr, hein. Bon, après, généralement, après, il y a une différence entre des photos, je trouve, et des vidéos. Donc, je trouve que sur les photos, les gens savent parce que bah, du coup, le style reste le même, la retouche reste le même. Ouais. Mais sur une vidéo, c'est quand même beaucoup plus large. On a vraiment une marge de manœuvre qui est vraiment énorme. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Ok. Parce que du coup, toi, tu vas proposer deux styles d'offres. Tu vas proposer du coup les photos ou la vidéo. T'as un catalogue, on va dire? Alors, j'ai pas de catalogue, mais on va dire que je reste dans l'audiovisuel. Donc, par exemple, si quelqu'un me demande de faire un montage, ben je vais faire un montage. Mais c'est sûr que principalement, quand on me demande, ça va être pour faire un reportage photo ou un reportage vidéo ou quoi. Tu as parlé du fait que personne n'avait râlé par rapport aux créations que tu faisais pour eux. Et du coup, moi, ma question, c'est en fait, comment t'en es venu ici à pouvoir faire des réalisations audiovisuelles de grande qualité? En fait, comment ça a commencé, cette passion pour l'audiovisuel? Et c'est quand le moment où tu t'es dit, ah, c'est vrai, je veux en faire mon métier et je veux être mon propre patron. Est-ce que tu as eu un moment de déclic ou... C'est une bonne question. Je sais que j'ai toujours donc aimé la photo à la base. J'ai eu mon appareil photo qui était un réflexe, donc je pouvais filmer avec. C'était, je sais plus, il y a une dizaine d'années à peu près. Et c'était aussi au moment où YouTube commençait à devenir une plateforme avec beaucoup de créateurs. Donc j'avais commencé à faire des vidéos. Au début, c'était juste pour rigoler. Et puis après, bah, j'ai bien aimé. Et je pense que le fait de beaucoup regarder de vidéos, d'aimer ça, bah, ça m'a vraiment donné encore plus l'envie d'en faire un métier. Donc j'avais commencé à faire beaucoup de photos. Ensuite, on m'avait demandé de faire quelques vidéos parce qu'on avait vu mes vidéos. Mais on va dire que j'ai eu beaucoup de mal après à trouver un travail. J'avais fait une première licence qui m'avait pas plu du tout. Je me suis Dans retrouvé quel domaine? dans l'électrotechnique. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'audiovisuel au jour d'aujourd'hui. Et je me suis dit, il faut que je fasse un diplôme dans ça parce qu'en France, malheureusement, c'est con à dire, mais si on veut travailler dans une grosse entreprise, quand on a ça sur le CV, c'est quand même toujours mieux. Donc, et je me suis dit, bah, en parallèle, plutôt que de m'ennuyer pendant 3 ans en cours, autant que je crée ma boîte et que j'essaye de faire bah, mes quelques petits contrats que j'ai à côté parce qu'à l'époque, je faisais des photos comme ça. Et puis après, je me suis dit, bah, pourquoi pas gagner de l'argent? Je connaissais des gens qui à côté qui avaient du coup leur entreprise. Je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Parce que l'avantage qu'on a en France, bon, il y a des inconvénients également, mais c'est que créer une entreprise, c'est facile. Hein, en 3 clics sur Internet, demain, on est auto-entrepreneur. Donc, et l'avantage, c'est que dans ce régime-là, si on ne gagne pas d'argent, on ne paye pas d'argent. Enfin, on ne paye pas d'impôts, on ne paye rien. Donc, si on gagne zéro, on va rien payer. Donc l'avantage c'est que bah, si on fait des mois avec rien, on n'aura aucun souci à ce Il n'y a aucune niveau-là. prise de risque. C'est ça. Ouais, tu t'es dit rien à perdre que à gagner, quoi. Ouais, en gros c'est ça. Bon après quand tu découvres que tu as quand même quelques petits trucs derrière, des petits à chaque fin d'année, mais bon ça, on va dire si on est bon normalement on arrive à se débrouiller pour avoir le minimum de choses à faire et à payer à ce niveau-là. Ouais, mais c'est arrivé du coup au bon moment dans ton changement, on va dire, de vie, de situation de vie, on va dire. C'est ça, ouais c'est exactement ça, c'est arrivé C'est à ce pile. moment-là, tu t'es dit, bah, je peux le faire. Et parce que j'ai vu qu'il y avait des collègues à moi qui l'ont fait. Ok. Et t'avais déjà l'idée depuis beaucoup de temps ou juste
en genre 2 mois, tu t'es dit c'est bon, c'est le moment de le faire? Non, ça faisait un petit moment quand même que j'en avais réfléchi parce que j'ai mis quand même beaucoup de temps avant que de me dire de me lancer, hein, et après bah, c'était assez rapide, hein. Ok. Et les premiers clients sont venus très vite? Ouais, parce que je sais que j'ai signé le premier contrat et que j'avais pas encore reçu mon numéro de ciré, donc oui. Je vois. Et parce que ça a été fait juste avant la période estivale, on va dire. Ok. T'as parlé aussi du fait que ce soit très très facile de créer une entreprise en France, enfin être auto-entrepreneur en France. Mais t'as dit qu'il y avait quelques inconvénients et du coup, est-ce qu'il y a certaines choses que tu regrettes par rapport à travailler dans une boîte qui est déjà créée ou Non, c'est quoi les petits problèmes que tu as avec ça? regretter non, c'est comme chaque on va dire patron en France, tout le monde va râler parce qu'il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de si, surtout on va en cette période de coronavirus où derrière on va nous prendre beaucoup d'argent pour le peu qu'on gagne, donc avec le peu d'aides qui sont faits aussi. Alors oui, il y a des avantages, mais il y a également des inconvénients. Enfin, moi je le vois en tant que photographe, j'ai beaucoup de charges pour ce que je gagne, donc c'est sûr que du coup, on me dit souvent, bah ouais, c'est une prestation photo, c'est cher. Et du coup, quand on fait tout le calcul, bah, nous, il faut quand même qu'on vive, un minimum, hein. Donc j'ai de la chance aujourd'hui de ne pas payer de loyer, c'est sûr, mais il faut quand même que je mange, que je renouvelle mon matériel, que je paye mes locations de logiciels, tout va être cher du coup. La France va m'en prendre une partie, donc, ce qui est normal, c'est sûr, mais après il y aura tout le reste. Donc oui, moi le seul inconvénient que je vais trouver, c'est la proportion des charges qu'on a sous ce régime, qui sont pour moi hautes, je trouve, malgré qu'elles soient basses par rapport à une entreprise normale, on va dire. T'as déjà eu des gens qui, par exemple, t'ont dit non, j'ai pas, enfin, vos tarifs sont trop élevés, par exemple? Ah oui, plein de fois. T'en as plein qui, du coup, essaient de négocier les prix? Ouais, plein. Mais moi, comme je dis, il y a beaucoup de collègues qui travaillent pour, on va pas dire pas cher, mais moins cher. Ouais. Mais moi, je dis à ce tarif-là, je ne me déplace pas, hein, parce que si je travaille pendant 2 semaines pour au final avoir 800 euros, ben, quand sur les 800 euros, je vais en donner, on va dire, à la fin, il me restera que 400. 2 semaines de travail pour 400 euros, c'est moins que le SMIC, quoi. Ah, c'est ça. Donc légalement, en France, c'est interdit, quoi. Je vois, ouais. Et ça, le coût des charges, tout ça, tu le savais avant de commencer? Comme t'avais des copains qui faisaient ça ou pas du tout? Tu as découvert en le faisant? Bah après, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait plusieurs. C'était assez différent selon dans le domaine dans lequel on était, parce que je sais qu'il y en a qui payent que des 5%, il y en a qui sont à 17%, il y en a 22, il y en a à 30. Donc j'ai découvert que en gros, selon le profil qu'on avait, c'était pas du tout les mêmes. Et après, on découvre aussi que par exemple, chaque année, quand on déclare son bureau, quand toi tu déclares la taille de ton bureau, c'est-à-dire 20 mètres carrés pour moi. Et il y en a qui déclarent que la taille de leur bureau, c'est-à-dire 1 mètre par 2 mètres, donc 2 mètres carrés. Donc du coup, t'apprends certains trucs, finalement, c'était pas spécialement ça qu'il fallait faire, quoi. Ouais. Ça, c'est, du coup, oui, c'est apprendre comme ça, sur le tas, avec l'expérience. Ouais, c'est ça, exactement. Mais du coup, les gens qui négocient tes prix, t'as plus de facilité aussi à leur dire non, j'en ai rien à faire de travailler pour moins cher, vu que, comme t'as dit, encore une fois, t'acceptes pas tous les contrats. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Moi, si ça me convient pas, et de toute façon, si quelqu'un va venir négocier, moi, ce sera non, je dirais non. Moi, c'est ce tarif-là, et si vous êtes pas content, ben, ça sera comme ça, et pas autrement. Tu trouves que les gens, généralement, en fait, ne se rendent pas compte à quel point ça coûte cher de faire du cinéma ou de la photo, ouais. Ah oui, totalement, ouais. Après, bon, l'avantage que je vais avoir, c'est que j'ai une grille tarifaire qui est fixe, donc c'est très rare quand les gens négocient. Ouais, non. Donc ils savent où ils vont, quoi. Bon, ça rend la chose plus facile. Mais comment t'as établi ta grille tarifaire? Parce que moi, c'est une des questions qui me revient tout le temps. Je me dis, mais comment je me dis que ça, je vais le faire payer tant, etc., etc. Alors, bah, du coup, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc, bah, déjà, je vais aller calculer le coût de mon matériel, combien ça me coûte à peu près à l'année. Donc, après, je le ramène sur les mois, etc. Donc, le matériel qui soit photo, vidéo, ordinateur, enfin tout ça. Ensuite, il va y avoir les coûts des assurances que je vais ramener. Le coût de la location s'il y a besoin. Donc, il va y avoir les charges. Il va y avoir me payer moi parce qu'il faut quand même que je mange, comme je dis. Et après, on fait une moyenne de tout ça. On regarde le prix du marché parce que selon les départements, c'est quand même différent. Ouais. Donc ça, il faut le savoir, hein. Si on se marie dans le Nord, un photographe, ça coûte, on va dire, peut-être pas 2 fois moins cher, mais c'est quand même beaucoup moins cher que dans le Sud, hein. Donc c'est un tip ce que tu donnes?
Je sais pas si c'est un tips, mais c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Ah ouais, parce que bah, pour moi, c'est ce qui fait peur, c'est l'aspect merde. Comment je peux, comment dire, juger, enfin, pas juger, mais comment je peux dire c'est tel prix, quoi. Moi, c'était ma grande question, mais du coup, bah. Bah, après, il faut estimer le prix de son travail Oui, c'est aussi. ça, mais ça, c'est une estimation que je ne sais pas faire. Je connais des photographes qui sont, je citerai pas de nom, mais leur mariage coûte 7 000 € à peu près, donc la prestation. Donc c'est quasiment 6 fois plus cher que tout le reste du Ouais. marché. Mais lui, il signe 6 mariages dans l'année et c'est tout en fait. C'est-à-dire qu'il se consacre que sur ces 6 mariages, il fait ça et puis après c'est terminé. Donc pour lui, son travail c'est ça et pas autrement quoi. Il s'est fait une réputation comme ça, du coup. C'est ça. Et du coup, il travaille même plus qu'en France parce que il a été reconnu parce que quand on fait un mariage à 7 000 €, c'est sûr que ça va être des gens qui seront beaucoup plus aisés, qui viendront pas spécialement de la France, qui vont le faire venir dans d'autres pays. Les gens après forcément peuvent ne pas se rendre compte que être photographe par exemple à un mariage, c'est pas uniquement juste venir pour prendre des photos, il y a tout un travail de retouche derrière qui peut durer des semaines, peut-être des mois dans ton Mm. cas, je sais pas. Même pas que de la retouche, hein, il y a de la préparation, hein, c'est bête à dire, mais il faut quand même rencontrer les mariés avant de les rencontrer le jour J, histoire de pas les découvrir le jour J. Donc il y a au minimum 1 voire 2 rencontres avant le mariage. Donc il va y avoir la préparation du mariage avec eux, mais aussi avec les autres prestataires. Donc par exemple, si on veut enregistrer le discours, il faut qu'on contacte le DJ pour savoir quelle platine il a et quel matériel je vais pouvoir installer pour pouvoir récupérer Son. le discours qui va être fait. Il faut que je puisse avoir le lieu, faire des repérages du lieu. Donc si j'ai de la chance que j'ai déjà fait ce lieu, je vais gagner un peu de temps parce que je n'aurai pas à être obligé d'aller voir à quoi ça ressemble, comment je vais faire, où je vais me débrouiller. Donc il y a ça qui est pris en compte. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pris en compte dans le tarif. Hein. Oui, après il y a également la journée de prise de vue. Il y a tout la partie donc, qui sera retouche à la maison, donc qui va prendre un certain temps. Donc ça dépend de la formule choisie. Mais si par exemple une personne va choisir 300 photos retouchées ou 1500, bah, ça va pas être pareil au niveau du travail. Ensuite, il y a à la fin dans le paiement, il va y avoir aussi le support qui va être rendu. Donc je sais que j'ai des formules avec des albums photos, donc il faut que je fasse éditer les albums photos. Donc moi j'ai une petite boîte en bois avec des clés USB pour rendre les photos, donc ça aussi, ça inclut quand même beaucoup de choses. Hein. Donc il n'y a pas que la prestation le jour J au niveau de ce tarif. Ouais, il y a le avant-après. C'est ça. Le avant, le pendant Oui. et le après. Parce que si t'es pas là durant le mariage, c'est compliqué pour avoir le après aussi. C'est ça. Tu disais que tu devais voir les mariés plusieurs fois avant le jour J, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'être face à des gens qui ne te plaisaient pas et du coup tu as dû annuler la prestation juste quand tu les as rencontrés ou c'est pas le cas? Genre, tout s'est bien passé? Non, jamais. Jamais. Bah après, généralement, quand le feeling passe pas au téléphone, on le voit très rapidement. Ouais. Ah ouais? Donc moi j'arrive à le voir très rapidement, donc non, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Hein. J'ai toujours eu des mariés très gentils, ça s'est bien passé. Et tu as remarqué, tu as dit que tu connaissais quelqu'un qui faisait des mariages à 7 000 € Mm. et lui avait uniquement besoin du coup de 6 prestations par an. Et du coup, toi, à peu près, alors sans parler du coronavirus, hein, par exemple, l'année dernière, toi, tu as l'habitude de faire combien de prestations à peu près par an? Que de mariage? Ouais, par exemple. J'aurais envie de te dire entre 3 et 8. Ouais, d'accord. Ok. Et sinon, tu as d'autres prestations à part les mariages? Ah oui, bien sûr, ouais. Bah, c'est pas, on va dire que c'est pas le mariage qui me fait le plus rêver dans tout le travail que je fais. Hein. Bien que le mariage soit un très beau jour, mais Ouais. moi je sais que j'ai beaucoup travaillé aussi pour des on va dire, comment on appelle ça, mais des trails. C'est des courses qui sont organisées par chez moi. Ouais. Et ils ont beaucoup fait de teasers, de vidéos de présentation des événements, des vidéos pendant l'événement. Et je sais que moi, c'est toute cette partie sportive qui m'avait bien plu au niveau de la réalisation, de la composition. Enfin, tout était vraiment sympa à faire. Et ça m'a beaucoup plus plu qu'un mariage. Est-ce que t'as déjà eu quelqu'un qui est venu te voir en te proposant un projet que t'as vraiment inattendu? Non. Non, j'ai jamais eu de propositions bizarres ou quoi. J'ai jamais. J'étais toujours. Non, mais je parlais pas que de trucs bizarres, genre, Faut être original, bien. genre filmer des libilules pendant 1 heure. Non, je voulais juste parler, en fait, que toi, t'as l'habitude de faire des photos de mariage ou tout dans le genre, et que le mec avec un truc créatif qui vraiment, le mec ou la meuf, hein, mais que le projet vraiment
ne soit pas habituel, quoi. Non, non, jamais. Ou alors, dans le cas où ça a été demandé, mais j'ai même pas le souvenir, j'aurais dit non dans tous les cas. Mais j'ai jamais eu de souci. Enfin, T'aurais pas dit oui à un truc créatif autre? Non. Ok. Et sinon, dans tes prestations, est-ce que tu comptes par hasard, je sais pas moi, des travaux que tu peux peut-être éventuellement faire dans le cadre d'un collectif particulier, ou est-ce que ça te concerne pas forcément? C'est-à-dire. Oh, ben je sais pas, j'ai entendu parler d'un collectif à Montpellier qui est assez réputé pour la qualité de ses courts-métrages. Et je sais qu'il y a des fois du travail de cadrage assez sympa. Alors je me disais, est-ce que toi t'en avais entendu parler? Ouais, Et si oui, est-ce que toi tu faisais partie de ce collectif? un petit peu, ouais. Du coup, on a fait quand même. Maintenant, ça fait 1 an, on va dire. Ouais, 1 an qu'on travaille vraiment ensemble à peu près. Là, du coup, je parle au nom de Valérian et Thomas qui sont présents. Et oui, oui, du coup, l'avantage que j'ai avec les cours, c'est qu'on a pu rencontrer quelques personnes et créer ce petit collectif lambda pour faire quelques réalisations avec des petits courts-métrages, des trucs un peu bizarres. Mais non, non, ça, du coup, je le compte pas, moi, dans mon travail. C'est plus, on va dire, du divertissement qu'autre chose. Surtout qu'on n'est pas capable de te payer, donc C'est ça. oui. Et je serais cher en plus, hein, pour une semaine de tournage. Et est-ce que pour toi, ces tournages-là t'ont apporté d'autres nouveautés, des trucs auxquels tu t'attendais pas ou pas? Bon, des rencontres, déjà, je trouve ça déjà pas mal. Ok. Ah, c'est beau. Euh, Ouais, c'est beau, c'est poétique. Après, on va dire. Non, bah non. Non, non, mais je sais pas, peut-être que tu t'es juste dit, parce que comme tu nous as dit tout à l'heure, peut-être que tu te disais juste, bah, je vais faire ma licence, je vais faire mon entrepreneuriat à côté, et voilà, juste ça, tu vois. Ouais, bah du coup, ça s'est rajouté au milieu, donc c'était cool parce que ça a pu rajouter un peu de piment, on va dire, au milieu de tout ça. Donc de rajouter des projets qui j'aurais pu ne faire au milieu, mais on ne sait pas comment le futur aurait été fait si ça n'avait pas été là à ce moment-là. Mais oui, du coup, c'est cool parce que ça rajoute quelques moments, quelques créations. Au portfolio. Ouais, voilà, on va dire ça. Ouais. Tu as vite fait parler du Covid et comment toi ça pouvait t'affecter dans ton job cette année. Et du coup, est-ce que tu aimerais bien en parler un peu nous, Oh, vraiment. bah, parlons-en. Ouais, parce que je sais qu'on en a parlé du coup dans le premier épisode, mais ton point de vue sur la chose m'intéresse puisque vraiment ça affecte ton entrée d'argent comme pas mal de personnes dans le monde. Et du coup, comment toi tu l'as vécu et comment tu le vis toujours aujourd'hui? On va dire que c'était quand même assez compliqué parce que j'avais, pour revenir assez rapidement, j'avais quelques contrats qui sont très réguliers, c'est-à-dire que je travaille pour des youtubeurs donc qui font leurs vidéos, je les filme donc tout simplement, mais donc c'était dès que quasiment tous les mois je faisais 1 ou 2 prestations à ce niveau-là. Donc il y a eu le Covid, donc avec le confinement qui est arrivé. Ensuite, au niveau de juillet, août, c'est-à-dire la période des mariages, pareil, bah, tout a été annulé. Et ça a été compliqué parce que bah, on savait pas où on allait, les gens ont décalé. Ensuite, les gens redécalaient parce que bah, le Covid est toujours là au jour d'aujourd'hui, hein, donc au 25 octobre. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc c'est sûr ça a été compliqué à tous les niveaux. Parce qu'il fallait... Enfin, moi, je sais que ma principale rentrée d'argent, c'est l'été. C'est là où, du coup, je vais faire mes mariages, mes gros projets. Enfin, je sais que je travaille pour des fêtes de village, pour des comités des fêtes, pour les fêtes de village. C'est là où j'aurai le plus d'argent qui va rentrer. Et sur la période de, on va dire, janvier à avril, c'est là où il y a très peu d'argent qui va rentrer. Mais tout cet argent, je le dépense parce qu'il faut que je vive et tout ça. Et je paye mes charges avec l'argent que je rentre au début du trimestre dès qu'il faut que je paye mes charges. Et du coup, là, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je paye mes charges avec de l'argent que je n'avais Et pas. est-ce que tu penses que du coup, dans le futur, pour rattraper ce manque d'argent, tu vas peut-être te tourner vers des projets qui ne t'intéressent pas forcément? Tu parlais en début de podcast du fait que tu avais le luxe de choisir vraiment les projets qui te conviennent à toi. Est-ce que là, tu penses que tu vas devoir te tourner vers des projets qui t'intéressent un peu moins? Ou est-ce que tu sens que tu as encore cette liberté de manœuvre sur les sélections que tu as à faire? Non, pour le moment, j'ai toujours la liberté que je veux. Donc pour le moment, non. Tout ce que j'accepte, c'est un truc qui va me faire plaisir et auquel je vais me régaler. Mais pour le moment, je peux me le permettre. Après, c'est sûr, si, admettons qu'à la fin de l'année, j'ai mon année, je n'arrive pas à trouver de travail, là oui, je vais vraiment
on va dire, pas accepter tout ce qui passe, mais commencer à beaucoup plus étudier les demandes et faire moins on va dire, de blabla au niveau des demandes que j'ai. Mais c'est sûr que le Covid a été quand même compliqué sur tous les niveaux, parce que là, si j'ai mon livre des recettes sous les yeux, j'avais donc 3 mariages qui ont été reportés, et ces 3 mariages qui ont été reportés à une date, c'était donc en octobre et en mars de l'an prochain. Donc par exemple en octobre ça n'a pas pu être fait parce qu'il y avait toujours l'interdiction des regroupements de plus de 10 personnes, et j'imagine que tout ce qui va être en avril et mai l'an prochain ça va être exactement pareil, donc on ne sait pas où ça va se mener, et ça va être, je pense, compliqué à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que tu vas augmenter tes tarifs du coup ou pas? Non, je pense pas, parce que j'avais déjà fait une augmentation cette année, donc je pense que là pendant 2 ans ils vont rester tels quels. Sauf c'est vraiment une crise mondiale énorme, mais je pense pas, non. Ok. Tout à l'heure, t'as dit que t'avais entre 3 et 8 mariages par an. Toi, t'estimes, après c'est à la louche, hein, il te faudrait combien de mariages pour être. Enfin, c'est vraiment genre l'activité que t'aimes pas. Enfin, pas que t'aimes pas, mais pas l'activité principale, mais combien de mariages te faudrait en peu pour vivre toi l'année entière? Si un photographe de mariage veut vivre, il lui en faut 16 au minimum. Ok. C'est-à-dire un mariage pendant tout l'été, pas un week-end. Ce qui fait beaucoup de travail. Il faut être bien accroché, ouais. Ouais, sachant qu'après, oui, t'as déjà l'avant-travail, t'as le pendant et après t'as le après. C'est ça, donc, exactement. Ouais. C'est-à-dire que de juin à septembre, c'est mariage tous les week-ends. Ok. C'est un rythme qui est quand même très compliqué à prendre et difficile. Il y a très peu qui le font. Ouais. Du coup, heureusement que t'as des projets à côté. C'est ça. D'autres projets. Exactement. Ouais. Bah, là, je sais que je travaille beaucoup avec du coup des youtubeurs, mais je travaille aussi avec quelques bureaux des étudiants, donc au niveau des médecines. Donc quand ils font leur gala, j'ai quelques clients qui sont assez réguliers, que j'ai depuis plusieurs années, qui me permettent de me délester de quelques mariages si je veux du coup avoir du travail pendant la période janvier-février ou Ouais, ça te septembre-octobre. permet d'étaler ton travail, on va dire, de C'est moins ça. le faire sur tout l'été. De pas avoir tout le travail concentré que sur la période estivale. Ta micro-entreprise, qu'est-ce que tu le vois comme futur à cette micro-entreprise? Je sais pas, je la réfléchis au jour le jour, donc je t'avouerai que là, j'arriverai pas à te dire, mais moi, tant que j'arrive à payer et que j'ai pas de problème avec l'URSSAF, tout va bien, hein. Compréhensible, ouais. Tant qu'il n'y a pas de problème avec l'État. C'est ça. Et si on parle du futur, peut-être d'un niveau créatif, est-ce que tu penses que tu serais ouvert à d'autres formes d'audiovisuel, ou est-ce que tu vas toujours te consacrer à être photographe ou vidéaste, ou est-ce que tu vas peut-être rentrer dans d'autres médiums comme la télévision ou le cinéma, ou est-ce que ça tu t'y opposes, ou est-ce que tu ne sais pas pour l'instant? Non, au contraire, moi, si j'arrive à me trouver, on va dire, un CDI, ou du moins être intermittent du spectacle dans une entreprise, enfin, je sais que, par exemple, il y a Tel7 qui fait la série Demain nous appartient pour TF1, qui est donc à 7. Par exemple, être intermittent du spectacle pour ce genre de série, ça peut être très intéressant, mais c'est sûr que signer un CDI chez France Télévisions ou TF1, personne ne dirait non, hein, c'est sûr que... Et moi, l'avantage que j'aurais, du coup, c'est que j'ai déjà mon entreprise qui me permettrait de avoir toujours mon plaisir pour le week-end si je veux me faire un petit reportage photo. L'avantage, c'est que avec ce régime-là, on peut avoir un boulot à côté, donc du coup... je suis pas, au contraire, je suis plus ouvert à avoir un travail à côté de celui-ci, sauf si, par exemple, demain, j'arrive à avoir suffisamment de gros contrats qui me permettent de vivre seulement avec mon entreprise. Est-ce que tu as déjà pu participer à certains stages? Par exemple, je sais que en ce moment, surtout à la fac, on nous envoie souvent des emails demandant si on aimerait bien participer à certains stages, certains tournages, par exemple pour France 3. Est-ce que tu as déjà participé à des stages pro comme ça, à des tournages pro comme ça, et ça te donne envie de bosser dans la télé? Alors, j'y ai jamais participé. J'ai jamais participé, mais j'ai fait beaucoup de figurations donc pour les séries telles que Ainsi Grand Soleil ou Demain nous appartient. Je dis ça, c'est celles qui sont vraiment tout le temps là et toute l'année, 365 jours ici. Mais non, j'ai jamais fait de stage. Mais par contre, du coup, j'ai vu comment ils fonctionnaient, comment ils travaillaient, et c'est là où ça m'a vraiment intéressé quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a marqué par ça? Il y a une certaine efficacité, ou comment tu l'as ressenti, ce monde du tournage professionnel? Ouais, je me suis dit que c'était bien de travailler des grosses caméras. Qui coûte la blinde surtout. Surtout ça, ouais, qui coûte beaucoup d'argent et que je ne pourrai jamais me payer. Enfin, du moins, peut-être un jour, mais pour le moment, non. Et du coup, quand tu as participé, tu t'es directement dit j'aimerais bien y travailler là-dedans? Pas directement, parce que depuis toujours, j'avais quand même... ce monde de l'audiovisuel me plaît énormément, donc ça va dire, ça a conforté mon choix qui était ça. Bien, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Après, si tu as d'autres trucs à dire là-dessus, des points négatifs par exemple, à part les charges?
Des points négatifs, bon, bah, les petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure quand on crée son entreprise, les petites choses à faire qu'on ne sait pas et que si on te le dit pas, bah, tu vas pas le savoir. Enfin, je sais Ouais. que j'ai quelques amis qui ont été aiguillés par Pôle emploi pour une création d'entreprise. Du coup, eux ont beaucoup été aidés. Et vu que moi, j'ai pas été aiguillé du tout, enfin, avec quelques collègues, mais qui n'étaient pas spécialement que dans ce domaine. Donc, il y avait des petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure, mais sinon, on va dire que non, dans l'ensemble, on va dire il y a quand même plus de points positifs que de points négatifs, hein. Et est-ce que, enfin, du coup, toi, tu as été aidé par des gens qui avaient déjà créé leur micro-entreprise. Est-ce que toi, tu as pu aider d'autres gens comme ça? J'ai pu aider d'autres gens. Ouais. J'ai une copine qui faisait de l'aménagement d'appartements, qui a créé son entreprise il y a quoi, on va dire 5-6 mois. Et du coup, je l'ai aidé à faire toutes les démarches pour créer sa micro-entreprise. Et maintenant, ça va très bien. Ok, tu passes le flambeau. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bah, j'aide comme on m'a aidé au maximum avec tous les petits tips que j'ai pu apprendre sur le Ok, tas. je vois. Et elle, ça n'a pas trop non plus été compliqué, parce qu'elle a lancé au moment. Ah oui, elle, c'était dans le pire moment. Donc, bon, l'avantage, c'est qu'elle fait beaucoup de travail quand même par Internet, de recherche et tout ça. Donc, elle a quand même pu travailler un minimum, mais c'est sûr qu'elle était vraiment dans la pire des périodes. Ok, ça c'est vraiment enfin, ma peur, on va dire. Une question qui me revient. Il y a jamais un moment où tu te sens seul, où tu te dis j'aimerais bien qu'il y ait quand même quelqu'un pour gérer ce genre de truc, quand t'as un problème qui t'arrive. Non, je pense pas. Et au jour d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet qui, même si on est seul, bah, nous aide un petit peu parce que c'est bête, mais Ouais. quand on a une question, quand on tape ça sur Google et on a la réponse assez rapidement. Moi, c'est le truc tout bête qui me vient en tête là parce que ça m'est arrivé il y a quelques jours, mais en fait, on va dire tous les 2 semaines, 3 semaines, on reçoit des courriers avec des paiements. Ils nous demandent je sais pas, 200, 300, 400, 500 euros. Pour la chambre des métiers, pour la chambre des commerces, pour le CI, pour l'URSSAF et compagnie. Et les 3/4 de tous ces courriers sont que des mails, comme les mails de phishing, c'est juste en fait pour avoir de l'argent. Et du coup, bah, c'est bête, mais tu tapes le courrier sur Internet et là, tu tombes sur tous les sites qui vont te dire, bah oui, ça c'est une arnaque, ça c'est une arnaque. Donc Internet aujourd'hui aide beaucoup à ce niveau-là. Donc être seul ou non, franchement, moi j'ai pas ce souci-là parce que j'ai quand même, je trouve qu'on est au jour d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir de beaux outils. Ok. Ah bah, est-ce que Thomas, tu as une dernière question? Oui. Erwan, quel sera ton épitaphe? C'est quoi un épitaphe? C'est ce qu'il y a écrit sur ta tombe. Stylé. Mon nom, mon C'est un prénom, bon début. l'année de ma naissance, l'année de ma mort, j'imagine. Ce serait quand même mieux. Mhm. Sauf si je commence à l'écrire maintenant, parce que du coup, il n'y aura pas encore l'année de ma mort. C'est vrai. C'est une bonne question. Mais je t'avoue que j'y réfléchirai pas, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de savoir qui serait là à mon enterrement. Bah, à ton avis, qui sera là? C'est une question que je me pose. Ben, on te dira la réponse si un jour on a l'honneur d'y assister. Ah ouais, d'accord. Ah, super. Je pense que c'est un peu trop tard pour lui dire. Ça donne des bonnes nouvelles. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ça a été un épisode, on a appris plein de choses. Merci Erwan. Eh bien, écoute, merci à vous en tout cas. Bah, c'est normal. Nous reviendrons du coup pour d'autres épisodes avec d'autres sujets. Encore une fois, merci à toi Thomas. Et merci à vous. Bah, c'est normal aussi. Merci à la fille d'à côté qui est toujours là d'ailleurs. De rien. Et du coup, on se retrouvera pour un prochain épisode.